Bon, bienvenue à ce groupe de travail sur les regards croisés sur les partenariats. On va commencer dès maintenant, comme ça fera venir un peu le monde qui est attendu. Voilà. Alors l'objectif de la journée, je crois que vous l'avez compris, suite aux États généraux de l'action humanitaire 2014, il y a une déclaration qui a été faite. C'est un peu mieux comme ça ? Bon, super. Il y a une déclaration qui a été faite pour donner des recommandations sur l'action humanitaire largement. Et puis, dans ces recommandations, on a pu voir comment le partenariat Nord-Sud et l'amélioration notamment de celle-ci était un élément très important. Je vais vous rappeler un tout petit peu ce qui était ressorti justement dans cette déclaration à ce sujet, puisque ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de travailler des améliorations, des actions concrètes pour améliorer ces partenariats. Donc, ce qui est ressorti dans la déclaration, c'est qu'il fallait interroger les populations et les ONG, enfin des ONG et du Sud notamment, sur leur acceptation, leur priorité vis-à-vis des interventions, au même titre que les actions de coopération décentralisée. Alors, il fallait aussi promouvoir l'égalité des rapports entre les ONG du Nord et les acteurs du Sud et renforcer la coopération axée sur la complémentarité entre ONG nationales et internationales. Faire reconnaître par les bailleurs les ONG du Sud au même titre que les ONG du Nord, adopter des règles de coopération et d'éthique entre ONG nationales et internationales, renforcer les programmes de transfert des capacités, permettre aux ONG du Sud de consolider leur expertise. Donc c'est ces questions-là qui sont quand même des recommandations qui permettent d'améliorer, mais comment est-ce qu'on le fait concrètement ? C'est vraiment cette question-là qu'on va traiter aujourd'hui. Et pour ainsi faire, nous avons un petit panel avec nous. Alors il y a Bernard Parent à mes côtés ici. Bonjour. Vous êtes retraité depuis 2008, mais médecin hospitalier de métier. Vous avez travaillé, ou vous travaillez toujours avec aide médicale et développement. Absolument. Vous avez fait une dizaine de missions, notamment pour le programme Jambe droite, avec le Bangladesh, effectivement. Et notamment dans un partenariat avec Kiné du Monde et une association bengali SARPV, SAR. Social Assistance and Rehabilitation for People Physically Vulnerable. Donc en gros, c'est l'APF, l'Association des paralysés de France, dans son volume et dans son rôle au Bangladesh. Très bien. Est-ce que vous avez tous entendu ça ? Bon, on va revenir dessus, j'imagine, tout à l'heure, puisqu'on va faire une étude de cas de ce partenariat. Donc, vous aurez le temps aussi d'exposer ça tout à l'heure. Donc, depuis 5 ans, l'accent est mis sur l'autonomisation des partenaires au Bangladesh. À ma droite, j'ai Bruno Angstelm. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, ingénieur agronome de métier, chargé de mission en Afrique pour CCFT Terre Solidaire depuis 15 ans, à peu près. Responsable de partenariat notamment avec le Bénin, le Togo, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique et le Sud-Soudan. Et vous êtes engagé sur les questions de développement, l'appui à la société civile, la transition démocratique et la construction de la paix. Vous avez travaillé en appui aux organisations sociales et les mouvements sociaux, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Nous allons le déroulé de ce groupe de travail, ça va être de faire notamment, comme je disais tout à l'heure, une petite étude de cas en premier des partenariats qui ont été menés par ces deux messieurs. Ensuite, on va travailler sur la notion du partenariat, quel est le partenariat idéal et comment est-ce que ça peut être mis en place. Est-ce que ça peut être mis en place ? Et puis ensuite, on va travailler la question vers des meilleurs partenariats, donc des recommandations finalement opérationnelles pour améliorer ces partenariats. C'est cette dernière question qu'on va aussi traiter ensemble à la fin de cette, ou au milieu presque, parce qu'on va consacrer un grand temps à discuter de cette question avec vous, avec la salle, puisqu'il y a une expertise qui est à côté de moi, mais il y a aussi une expertise ici, devant nous, et il faut en profiter.
Donc, juste pour contextualiser rapidement, si on prend la définition de coordination sud de qu'est-ce que c'est un partenariat en solidarité internationale, c'est un partenariat qui doit être axé sur la relation entre les organisations pour la mise en œuvre d'un projet sur du court terme ou long terme, qui repose sur la coopération, l'égalité des pouvoirs basée sur l'échange, la confiance, le respect des engagements, la transparence et la réciprocité. C'est un processus dynamique qui s'inscrit dans la durée avec une vision partagée d'un objet de solidarité internationale, de renforcement de capacité, d'un projet politique ou bien un projet social. Donc, je vous propose d'aller très vite sur les études de cas, donc, pour voir comment on peut concrètement améliorer ces partenariats nord-sud. Je vous propose que vous, Bruno Parent, vous pouvez commencer à nous exposer un petit peu vos expériences. C'est bien, on a croisé nos prénoms, comme on avait un peu croisé nos cartes de visite. Bernard Parent, excusez-moi. CCFD ou AMD ont toutes les deux affiché la lettre D. D comme développement, et c'est bien ce qui va expliquer l'importance des partenariats dans nos activités associatives. Donc j'ai la chance d'être admis depuis une dizaine d'années à AMD et depuis 8 ans d'avoir fait une dizaine de missions au Bangladesh. Et donc j'ai découvert l'humanitaire, le Bangladesh et les partenariats comme M. Jourdain la prose, c'est-à-dire en le faisant. Je ne suis pas un théoricien et je ne pourrais apporter que l'humble expérience de quelqu'un qui est un fantassin, un ouvrier de l'humanitaire. Je ne suis pas du tout un théoricien, donc je pourrais apporter le témoignage de ce que nous faisons avec mes amis au Bangladesh. Je pourrais comparer un petit peu aux recommandations d'ANMAS que j'ai découvert avec l'invitation, pour voir dans quelle mesure nous les remplissons, mais j'aurais bien de la peine à vous dire ce que pourrait être un partenariat idéal. En tout cas, je suis très content d'avoir été invité parce que ça m'a permis d'assister assidûment à toute cette journée et de le faire demain encore, et donc d'apprendre énormément de choses. Alors, AMD, c'est une association grenobloise de taille plutôt modeste qui s'investit dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais je ne parlerai que du Bangladesh où nous avons une mission depuis 15 ans. Une mission qui s'est installée de façon particulière puisqu'elle a répondu à un appel d'une ONG bengali qui a appelé au secours pour demander qu'on vienne aider à éclaircir, élucider une épidémie de malformation chez les enfants et aider à les prendre en charge. Donc le premier mouvement n'a pas été d'aller vers un pays de nous-mêmes, mais de répondre à un appel, ce qui expliquera la facilité qu'on a eue à nouer un partenariat et à considérer que nous étions invités plutôt que détenteurs d'un savoir à imposer. Nous avons eu de nombreux partenariats. Le premier est avec KDM, c'est un partenariat franco-français, puisque AMD, Aide médicale et développement, est étroitement partenaire de KDM, Kiné du Monde, avec qui nous travaillons ensemble sur ce projet. Ce n'est pas un partenariat nord-sud. Avec le Sud, nous avons plusieurs partenariats d'intérêt très inégal, et je ne m'étendrai pas sur celui qui nous a liés pendant 3 ans avec l'UNICEF Officine Bangladesh, qui était donc du Sud, mais qui en réalité n'était que le pseudopode d'une association du Nord. Elle a d'ailleurs été très décevante, puisque quand on n'avait pas de résultats en 3 ans sur la prévention, UNICEF a cessé de collaborer avec nous. Un autre partenariat que nous avons, je ne le développerai pas non plus parce qu'il est assez technique, il est avec un hôpital. Nous faisons au Bangladesh du soin à des enfants handicapés, nous faisons de la réhabilitation et en partie de la chirurgie. Cela suppose évidemment une installation lourde et nous avons un partenariat avec un hôpital de Chittagong, l'hôpital de la mère et de l'enfant, Mao Shishu. Et le partenariat est très intéressant parce qu'il nous permet d'exercer une activité aussi compliquée que la chirurgie sous le couvert des assurances bengali, puisqu'on est délégué dans nos fonctions par le collège médical. Et ça nous permet aussi de transférer à un hôpital les postes de salariés que nous avons créés sur un dispensaire. Vous savez que le problème du fonctionnement de nos structures, quand on les crée outre-mer, le problème de leur pérennité
est vraiment insomniant. C'est un très gros souci. Et là, on a pu obtenir, sur un partenariat avec cet hôpital, qu'il reprenne à son compte les employés salariés bengalis de notre dispensaire. Bon, mais c'est un partenariat très technique, je n'y étendrai pas. Par contre, le partenariat que nous avons depuis 15 ans avec la SARPV, cette association bengali qui prend en charge les handicaps, ce partenariat-là est très important et a été pour nous très structurant. La SARPV, pour en dire un mot, donc c'est une grosse association qui s'occupe des handicaps, en sachant qu'au Bangladesh, le handicap est partout. Il est le reflet et l'enfant de la pauvreté. Il est la conséquence de traumatismes génétiques, néonataux, accidentels, infectieux et maintenant de plus en plus souvent climatiques. Donc il y a une grosse association qui s'est trouvée dépassée, qui nous a demandé de venir un peu après un cyclone, qui avait été l'occasion de découvrir des anomalies. Je ne vais pas développer le côté médical, mais nous avons été avec eux tout de suite en situation de se tenir par la main et de préciser nos engagements à travers un partenariat qui a pris la forme d'une convention. Le mot convention est important, ça veut dire convenir, venir vers le même endroit. Et pour moi, c'est vraiment une démarche dans l'esprit paritaire. Même si la rédaction vient d'un côté, même si l'initiative vient de l'autre, c'est quand même une démarche paritaire. Nous avons signé une première convention en 2000, qui a pris effet le 1er janvier 2001, et qui s'est avérée plutôt catastrophique. Nous avons eu beaucoup de peine à sortir de cette convention parce qu'elle était maladroite, parce que nous avions pris des engagements excessifs et été extrêmement optimistes. On pensait qu'en 3 ans, l'activité serait en place, qu'elle serait presque autonome sur le plan du financement. Et donc, on avait pris en charge des salaires, la construction d'un centre. On s'était mis beaucoup sur le dos. Et la convention prévoyait qu'au bout de 3 ans, c'était l'autonomie et ça allait voler de ses propres ailes ou naviguer de ses propres voiles. Il n'en a rien été. Et les renouvellements de conventions qui ont eu lieu depuis ont peu à peu amélioré le contenu et aussi le mode de production de ces conventions. Comme on l'avait dit ce matin, il y a un temps de tâtonnement ou d'approfondissement des connaissances mutuelles. Et on a appris à connaître la mentalité bengali. C'est un pays de culture en partie anglo-saxonne, puisqu'il a été longtemps colonisé, de langue en partie anglaise, puisqu'il y a 2 langues, mais beaucoup de gens parlent l'anglais. Nous, là-bas, nous parlons l'anglais. Donc, ce n'est pas un pays où nous sommes spontanément très à l'aise pour comprendre les rapports, la comptabilité, le mode d'enseignement. Et de surcroît, c'est un pays musulman, donc avec des relations qui ne sont pas très simples. Et il nous a fallu du temps pour les comprendre. Donc la première convention nous liait pour 3 ans. Et elle a permis d'entreprendre le travail, de recruter du personnel, de le former et de construire un dispensaire qui est toujours en fonctionnement. Très rapidement, on a vu qu'il fallait modifier des choses. Et donc la deuxième convention qui a eu lieu au bout de 3 ans a été mieux négociée, à savoir que nos partenaires bengalis ont eu plus de voix au chapitre et ils se sont plus exprimés, alors que pour la première, nous qui arrivions avec de l'argent, nous avions évidemment toujours le dernier mot. Et puis d'autres conventions ont suivi jusqu'à la dernière qui a été mise en œuvre en 2017 et qui s'achèvera en 2012 et qui s'achèvera en 2017. Ces conventions, de notre part, visent clairement, d'une part, un transfert de compétences à travers une formation et des soins. D'autre part, un transfert de moyens à travers un subventionnement, c'est-à-dire que nous apportons de l'argent. Cet argent, au départ, il était donné à la demande. Aujourd'hui, il prend la forme d'une dotation fixe, qui est d'environ de 45 000 € par an, 3 versements de 15 000. Et en échange de quoi, nous avons un droit de regard sur l'activité, dans sa quantité, combien d'enfants sont pris en charge. Dans les consultations, c'est de l'ordre de 10 000 consultations, 5 000 enfants nouveaux chaque année à peu près. On a un droit de regard. Et on a aussi une obligation de regard, puisque l'argent qu'on apporte est donné par des bailleurs qui nous demandent des comptes et à qui nous devons donc apporter des garanties d'usage et d'efficacité. Donc dans cette convention, il y a beaucoup d'éléments qui sont dits, mais les conventions étaient beaucoup plus compliquées au début. Elles avaient un caractère presque juridique et nous avons appris à nous en sortir.
Parce que si on est trop précis dans les textes, on s'engage à tenir toutes les lignes qu'on a écrites. Et ce pays anglo-saxon, il a un peu adopté l'esprit anglo-saxon du juridique. Et on n'a pas fini de pinailler sur tout ce qu'on n'aura pas fait et qui était prévu dans la Convention. Donc, un premier enseignement que nous avons, c'est qu'il faut que les conventions aient assez de flou pour permettre de s'adapter, ne serait-ce qu'au long de la durée des 5 ans ou des 3 ans qu'elles durent. Ensuite, ces conventions, elles visent clairement l'autonomie. Et aujourd'hui, nous avons comme projet de donner à ce centre une autonomie. Elle est acquise sur le plan technique à peu près, sur le plan du management à peu près, sur le plan financier, pas du tout. Il y a encore de la distance. Voilà un petit peu le témoignage que je peux donner. Je pense que c'est bien d'avoir une relation par un écrit, parce que c'est une transparence pour nos correspondants Bagali, pour l'ONG au bureau qui contrôle l'activité des ONG au Bangladesh, pour nos bailleurs et pour nous-mêmes. C'est aussi un piège, et donc il faut se détourner d'une convention qui serait une sorte de contrat trop pointilleux sur ce que nous engageons à faire. Il ne faut pas oublier qu'à la base de cette activité, il y a un engagement moral et il y a une affaire de cœur. Et il faut laisser la place à cette spontanéité qui, chez nos correspondants comme chez nous, va permettre de faire vivre la convention et de donner de la chaleur au partenariat. Voilà. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Ce que je retiendrai, c'est cette convention, il faut de l'écrit, mais il ne faut pas non plus être trop restreignant là-dedans. Il faut garder de la flexibilité pour pouvoir aussi s'adapter au fur et à mesure. Et notamment aussi cette idée de venir parce que parce que c'est un appel depuis là-bas et pas quelque chose que l'ONG a décidé elle-même de mettre en place. Très bien. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Bruno Estelme, à vous maintenant, votre témoignage, s'il vous plaît. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Non. Je pensais. Bien, je recommence. Bonjour à toutes et à tous. Ça va comme ça? Ok. Donc, je travaille au CCFD Terre Solidaire depuis 15 ans. Et effectivement, comme l'a dit Bernard, même si le CCFD a placé le partenariat au cœur de son projet de solidarité internationale depuis plus de 50 ans maintenant, même si cette notion de partenariat est bien cadrée, on a des textes qui l'explicitent, qui lui donnent sa signification, que vous devinez, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Bernard. Il est vrai qu'au quotidien, quand vous travaillez dans 5-6 pays pendant 15 ans, vous observez toutes les formes possibles des relations qui peuvent y avoir entre organisations, entre personnes, puisqu'il y a aussi le fait que c'est incarné quelque part par des personnes. Donc, je crois qu'il faut bien comprendre que la manière dont se vit le partenariat, que ce soit au niveau de l'organisation, que ce soit au niveau de ceux qui l'incarnent, a changé au cours du temps. Parce que les sociétés, en particulier les sociétés africaines, je crois, ont beaucoup changé, en particulier depuis 10, 15, 20 ans. Les enjeux sur lesquels on travaille aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on va travailler sur des questions de fiscalité, sur des questions d'écologie, de dette, sur les questions foncières. Les organisations ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, vous avez l'émergence en Afrique de mouvements sociaux, de mouvements de jeunes, de choses qui n'existaient pas encore ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Donc tout cela nous amène à avoir une vision du partenariat, certes toujours ancrée dans les mêmes fondamentaux, mais qui se vit de manière un petit peu différente, d'autant plus que le CCFD, même en France, change dans son réseau, appréhende les choses aujourd'hui aussi différemment, s'implique davantage. De ce que j'ai entendu cet après-midi, puisque je n'ai pas assisté hier et ce matin, il y a 2 points, moi, qui m'ont paru intéressants. C'est d'abord la question des crises, de dire qu'aujourd'hui, on est dans des territoires où, finalement, même s'il y a moins de guerres qu'avant, on est dans des zones où les crises sont diffuses, sont présentes, changent de forme. Et puis le deuxième point intéressant, notamment avec nos amis de la coopération décentralisée, c'est la question des territoires. Et ça, moi, je l'entends bien et je me sens très à l'aise parce qu'aujourd'hui, quand on veut appréhender des problématiques très complexes, je vais parler ici de... Merci de...
vais parler de la RCA, ça ne se voit pas très bien sur la carte, vous me pardonnerez. Mais quand on aborde ces territoires, on aborde des questions très complexes. Lequel d'entre vous n'a pas été confronté à un moment de dire mais il y a une cause ici, mais je ne peux pas l'affronter, je n'ai pas les moyens de résoudre ce problème, il est politique, il est anthropologique, etc. Donc si on veut appréhender ces questions sur le long terme, dans le sens d'une transformation profonde et durable de la société, désirée par les acteurs et les communautés, ça nécessite nécessairement de construire des mécanismes de partenariat beaucoup plus sophistiqués. Et c'est quelque part ce que disait la dame de la coopération décentralisée, je crois de la région Rhône-Alpes, de dire voilà, sur un territoire, on s'occupe de tout, on doit faire face à toutes les situations. Mais je pense qu'eux-mêmes vont être confrontés à la même limite de dire au-delà de ce territoire, ils ne peuvent plus. Il y a des problèmes politiques, géopolitiques, etc. Bon. Et alors, pour le CCFD, aujourd'hui, on est en train de passer, je dirais, progressivement, mais pas de manière systématique, ça dépend des lieux, de partenariats, je dirais, plus classiques, dont on est très fiers d'organisation, à des partenariats, je dirais, presque de société civile. C'est-à-dire une approche beaucoup plus multimodale, beaucoup plus variée, sur de nombreuses thématiques, mais toujours dans une vision de cohérence. Et c'est pour ça que j'ai pris le cas de la Centrafrique, parce que ça illustre finalement comment, dans un territoire où, il faut le dire, on n'avait pas de partenariat solide, on a passé presque 10 ans à patauger, comment on a pu construire une vision, un partenariat, et quelque part, ça va vous surprendre, profiter de la crise, puisque la crise, c'est aussi parfois un accélérateur qui permet de faire émerger aussi d'autres choses. Alors, à partir du Tchad, où on avait une expérience très intéressante pendant 15 ans, on a souhaité la systématiser et l'élargir au Soudan du Sud et la Centrafrique, puisqu'on avait des problématiques communes. Et alors ces problématiques, c'est les gestions coopératives et pacifiques des territoires, c'est la question du vivre ensemble, des questions identitaires, et puis c'est la question politique. Évidemment, si on ne parle pas politique, on ne peut pas parler de développement durable, on ne peut pas parler d'une société plus juste. Et donc, en Centrafrique, on avait un partenaire qui travaillait sur la question des territoires, ok, mais finalement, quand on a démarré en 2012, on n'avait pas beaucoup de relais, on avait une connaissance mitigée, parce qu'on n'était pas très engagé depuis longtemps dans ce pays, même si on y était présent. On a commencé à ouvrir créer quelques relations à travers mes missions, puisque CCFD n'a pas d'expatriés. On a rencontré quelques jeunes, on a rencontré des... Alors on avait un enjeu très important qui était l'action de la transhumance, puisque vous savez qu'une grande partie des conflits est liée aux problématiques agriculteurs-éleveurs et à des problématiques de transhumance transfrontalière, qui est beaucoup plus dangereuse d'ailleurs. Donc on avait généreusement mis ça dans nos ambitions, mais on n'avait aucune manière de l'aborder. Et donc on a, par hasard, comme ça, en cherchant, connu une association qui s'appelait l'AIDSPC. Bon, et puis... pendant la crise, lorsqu'on a commencé la deuxième partie de la crise avec les anti-Balaka, les Peuls ont été ciblés. Et à travers cette crise, et j'aime prendre cet exemple, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est aussi comme ça que se construit le partenariat, c'est comme ça que se noue la confiance. C'est construit, on a fait tout un parcours de solidarité avec eux. On a permis l'évacuation d'un certain nombre des leaders de cette association. On les a réfugiés au Tchad et au Cameroun. On a mis en place un dispositif pour les soutenir avec leurs familles. On a mis en place des dispositifs de soutien dans les 10 camps de réfugiés au Tchad et au Cameroun, dispositifs qui fonctionnent encore. On a mis en place un système de plaidoyer un petit peu international. On a aussi mis en place des projets d'urgence, puisqu'on a décaissé à la fois en Centrafrique et sur les camps à peu près 100 000 euros. On les a aidés à revenir en Centrafrique quand la situation s'est calmée. On a produit avec eux un rapport présenté à la CPI. Il y a déjà aujourd'hui des témoignages sur la CPI. Alors, ce qui est là intéressant, c'est... Et on a fait pareil avec les jeunes et avec d'autres acteurs de la société civile. Mais j'ai pris cet exemple pour montrer que on n'est pas là uniquement pour apporter une aide à des réfugiés, distribuer des alimentations, des couvertures. On a été ici clairement, et on a dit à ces acteurs Peul, on leur a dit, vous êtes une des rares associations capables d'être connectées à l'ensemble de la communauté Peul, parce qu'en plus c'est une communauté qui bouge, une communauté qui bouge sur son territoire. Et pour nous c'est important qu'on puisse dialoguer avec vous, voilà pourquoi, etc. Parce qu'on pense qu'il va falloir travailler ensemble pendant les 10 années qui viennent. Et à aucun moment, on a manqué de transparence. Et ça nous a permis, pendant cette période-là, de créer des liens extrêmement forts entre nos organisations
mais toujours sur la base d'une alliance, moi je vais dire une alliance politique. Dès le départ, on a posé la relation sur la base du futur et d'un engagement partagé sur la manière dont il fallait concevoir la réconciliation, je ne sais pas comment dire l'unité, en tout cas l'appartenance à une nation. Et par exemple, on va laisser passer les élections présidentielles, mais les Peuls notre partenaire Peul aujourd'hui, puisqu'on peut dire que c'est même un partenaire très riche, va organiser un grand forum national Peul qui va interpeller les leaders répartis sur le territoire pour se poser la question de la citoyenneté, de leur responsabilité dans la crise et de la manière dont ils vont aussi construire leur citoyenneté, leur engagement dans la société dans les années à venir. Alors j'ai pris cet exemple sur les Peuls. On fait pareil sur la question des jeunes. On a un partenariat aujourd'hui très très riche sur les jeunes et leur rôle aujourd'hui dans la réconciliation. Je pourrais citer d'autres exemples. Et en tout cas, on voit ici deux choses importantes, puisqu'on me demande de conclure. On voit, comment on peut totalement, et ça c'est nouveau pour nous finalement, parce que les questions de crise avant pour nous étaient marginales, donc comment on peut dans ces situations de crise construire du partenariat, le positionner sur le long terme dans une véritable alliance politique avec une vraie vision partagée. On voit aussi comment on construit progressivement un partenariat, je dirais, système, où on va avoir des partenariats avec des universitaires, avec des jeunes, avec des acteurs d'aînés de la société civile, sur des sujets, etc., etc. Donc on construit comme ça, et on essaye progressivement d'avancer pour répondre à un certain nombre de sujets qui nous paraissent tous ensemble être au cœur des problématiques de ce pays. Alors évidemment, si j'allais sur le Tchad, je pourrais en dire beaucoup plus, parce que là on a 10-15 ans d'expérience. Sur le Centrafrique, c'est plus nouveau, mais j'ai le sentiment que de plus en plus, on a comme ça des approches de territoires multifrontaliers, multithématiques, et surtout d'avancer ensemble. Voilà, je m'arrête là. Très bien. Et bien ça donne des choses à réfléchir ensemble, effectivement. Après, je crois que ce qu'on peut retenir, c'est qu'on n'est pas dans le même contexte qu'il y a une dizaine d'années. Le contexte, il change, et donc le partenariat devient quelque chose d'encore plus complexe qu'avant. Il faut s'adapter à tout ça et appuyer la société civile, avoir une connaissance du terrain, de la géopolitique, du terrain également, et nouer de la confiance. C'est ce que j'ai entendu beaucoup aussi, avec une approche avec de la transparence, de créer des liens très forts sur la base d'une alliance même politique et un engagement partagé. La réconciliation, un travail ensemble sur le futur, et construire un partenariat système finalement, d'aller encore plus loin dans le partenariat de cette manière-là pour traiter des problématiques qui sont considérées communément considérées comme des problématiques essentielles. Je vous propose de réfléchir encore à ces questions-là d'une manière un peu plus globale à partir de ces expériences-là, avec la notion du partenariat Nord-Sud, de réfléchir à comment est-ce que ces partenariats peuvent être construits de manière plutôt presque idéale, mais aussi réaliste. Et venir dans un deuxième temps avec des réflexions sur des améliorations concrètes finalement, des partenariats, des bonnes pratiques qui pourraient être mises en place pour arriver à cela. Au fond, il s'agit de critiquer ce qu'on a déjà mis en place pour voir ce qui aurait dû être fait différemment et ce qui peut servir de base pour de prochaines conventions, de prochains partenariats. Et sûr qu'aujourd'hui, l'impression que j'ai retirée de ma très petite expérience, c'est que la relation de partenariat se noue dans l'intimité d'une relation à deux ou trois. Mais elle ne bénéficie pas facilement de l'expérience de référent ou du regard d'un garant. Et le partenariat comporte un engagement qui va être plus ou moins exprimé. Il sera très exprimé s'il y a une convention qui écrit les choses. Et une des questions, c'est de savoir jusqu'où
l'engagement qu'on peut prendre dans un partenariat peut avoir une sorte de garantie, peut avoir un poids de réalisabilité, de réalisation vis-à-vis de nos interlocuteurs. Parce que nous-mêmes, nous sommes soumis à beaucoup d'aléas. L'aléa de la constitution de nos associations, qui sont largement pourvues de bénévoles, l'aléa de nos financements, qui subissent les coûts des crises ou les fantaisies quelquefois de nos bailleurs. Donc il est difficile de s'engager sur une longue durée. Or, le développement veut dire la durée. On ne peut pas être sûr que, et maintenant on est même sûr du contraire, qu'au terme d'une convention de 3 ans ou de 5 ans, on n'aura pas fini et qu'il y aura une suite. Et donc ce qui est très difficile à préciser au moment d'engager un nouveau pas de partenariat, de le renouveler ou de le poursuivre ou de l'améliorer, c'est de voir quelle certitude nous avons de pouvoir poursuivre nos objectifs de la manière où nous les avons enclenchés. Par exemple, le fait d'avoir un patrimoine à gérer, d'avoir un personnel à gérer, ça constitue des engagements forts dans la durée et dans la persistance des ressources. Les besoins changent, mais nos moyens changent aussi et pas toujours dans le bon sens. Je crois que c'est une question difficile de savoir qui garantit les engagements d'un partenariat. On est dans la bonne foi, on est dans les valeurs et les valeurs morales, mais nous avons eu des expériences de partenariat qui sont finies par des séparations et donc par des temps de conflit. Et les conflits se résolvent souvent par une espèce de gâchis. On abandonne ce qu'on avait fait. On avait un partenariat avec l'Australie sur la prise en charge des pieds-bots. Ça s'est arrêté brusquement parce qu'il y a eu des tentatives de récupération. On n'a pas d'autorité de recours, en quelque sorte. Et tout se négocie toujours en dialogue singulier entre associations, Bengali du Sud et du Nord. Mais c'est très dépendant de l'implication des personnes. Et je trouve que dans les garants d'un partenariat, il y a beaucoup de questions de personnes et de savoir qui on a choisi en premier comme interlocuteur. Dans le partenariat que nous avons pour l'association AMD au Bangladesh, la personne du manager et des quelques personnes responsables autour de lui est absolument essentielle pour qu'on puisse avoir l'idée d'un projet de longue durée, pérenne, et pour qu'on puisse être dans une relation de confiance. Nous n'avons pas les moyens de vérifier chaque étape de la collaboration. Nous sommes, nous, au Bangladesh, à peu près 6 mois par an. Et pendant les 6 mois d'inondation, personne de chez nous n'arrive à y résister. Et donc, l'autonomie, elle est de fait. Et nous participons à la gestion par Internet interposé. Mais il faut beaucoup de confiance. Et des incidents de gestion de comptes bancaires, de sous-location de matériel, nous ont quelquefois fait éveiller un sentiment de défiance. Et on a l'impression tout de suite que des choses très profondes sont remises en question. Si la confiance n'est pas la base de notre coopération, on n'a pas les moyens d'agir autrement que par la confiance. Donc, toute la qualité du lien qu'il faut tisser dès le départ et entretenir par la suite, c'est la qualité du lien d'une connaissance mutuelle, d'une compétence et d'une confiance. Sur la compétence, on a eu, par exemple, à beaucoup former notre équipe à la comptabilité, parce que, comme ça a été dit ce matin, les exigences de compte-rendu comptable de nos bailleurs de fonds, qu'ils soient institutionnels ou faits de fondations, les exigences font peser une grosse charge de retour sur le détail des investissements, des dépenses sur la comptabilité, la gestion comptable de l'argent, qui est le nerf de la guerre. Et on ne peut pas laisser nos correspondants tout seuls devant cette obligation, sans leur en présenter la justification, le besoin, l'intérêt aussi pour leur propre gestion, et leur en donner les moyens à travers des formations. À 2 reprises, je fais leur mission avec des représentants d'Experts comptables sans frontières pour pouvoir améliorer la formation et donc la qualité du dialogue avec nos partenaires bengalis. Ça s'exprime aussi dans le domaine technique.
dans le domaine des soins aussi. Plus on gagne en compétences, plus le dialogue peut être fécond pour les bénéficiaires en dernier lieu. Voilà un peu ce que je peux... C'est parfait au niveau du timing. Hein. Alors oui, se poser au moment du renouvellement de la convention pour améliorer les pratiques, choisir le bon interlocuteur et instaurer de la confiance et instaurer aussi une connaissance finalement mutuelle pour pérenniser l'action. Mais plus on les rend compétents, plus on les rend exigeants aussi. Et il faut avoir le courage de les rendre compétents, même si ça les rend exigeants, nos correspondants. Après, ils ont des demandes fortes. Vous partagez ça? Oui, il y a beaucoup de choses. Ah. Vous m'entendez? Oui, il y a beaucoup de choses que je partage, bien sûr. Il y a une question en particulier, Bernard, tu as dit... il faut savoir qui est notre partenaire, il me semble, non? C'est pas une réponse simple qu'on peut apporter à cette question. Paraît étonnant de le dire comme ça, y compris un chargé de mission CCFD devant ses responsables associatifs dans la salle. C'est vrai, qui est notre partenaire? Parce que quand vous dites est-ce qu'il y a équilibre ou domination, ça demande d'abord de savoir qui il est, est-ce qu'il sait bien qui nous sommes, est-ce qu'on sait bien ce qu'on veut ensemble. Déjà, c'est la base, parce que un partenaire, effectivement, est incarné par une personne, mais est-ce que nous souhaitons avoir des relations avec une personne qui manage bien son projet et qui finalement, au-delà de son projet, ne va pas regarder la finalité du changement espéré, qui est plus lointain ou qui est plus durable, ou au contraire, est-ce qu'on a en face de nous quelque chose qui est de l'ordre un peu de la pagaille, une pagaille organisationnelle, des projets plus ou moins malmenés, et puis en même temps un formidable mouvement de changement dans la société. Vous voyez, enfin, on peut être confronté à beaucoup de choses. On est confronté à vraiment toute une forme impossible de relations qui existent. Est-ce qu'on doit cautionner une organisation dont la gouvernance est autoritaire, fermée et effectivement, moi je vous le dis tout à fait sincèrement, c'est plus facile de travailler qu'une organisation avec un chef autoritaire, hein, au moins ça marche. Ok, et après, ce n'est pas nécessairement ce que l'on souhaite, comme nous, comme projet. Ce n'est pas nécessairement ce que souhaite le mouvement. Si on parle d'un mouvement paysan, puis c'est ça que j'ai en tête. Et donc, effectivement, avec qui on est partenaire? Est-ce qu'on est partenaire avec le président d'un mouvement? Est-ce que notre interlocuteur, c'est le conseil d'administration? Est-ce qu'on doit essayer de faire vivre des relations plus globales, y compris avec les élus de territoire, etc. Donc ça c'est une question importante, parce qu'il faut savoir avec qui on va chercher justement cet équilibre. Et si d'abord on partage finalement un certain nombre de choses. Récemment, on a eu un échec au Bénin sur un partenariat paysan où on s'est rendu compte qu'un certain nombre de personnes à la tête de ce mouvement avaient une vision du syndicalisme paysan que nous ne partagions pas. Donc, ça arrive. Bon, ça arrive, des choses comme ça. Il faut être capable d'en débattre. Après, équilibre ou domination, moi je vais être franc avec vous. Il est évident que l'organisation qui dispose des moyens financiers a le pouvoir. Le problème, c'est quand on veut nier cette question-là. Il ne faut pas le nier, il faut le gérer. Il faut le gérer en toute transparence. C'est le rôle d'un chargé de mission au CCFD en particulier de gérer cette question. Il faut savoir qu'effectivement, et tu l'as dit Bernard, il y a des règles du jeu à mettre en place. Ces règles du jeu, elles ne sont pas les mêmes selon les types d'acteurs, elles ne sont pas les mêmes selon les niveaux de responsabilité, selon les pays, il n'y a pas les mêmes cultures partout. Mais elles doivent être transparentes, elles doivent être claires, parfois formalisées, parfois informelles, parfois avec humour, mais en tout cas, il y a effectivement... Parfois, elles sont effectivement contractualisées quand il y a des dossiers plus importants. Là, on est obligé d'aller à ce stade. Mais de fait, le risque, c'est de ne pas parler de la raison pour laquelle on est partenaire,
à la fois sur le long terme. Par exemple, il faut savoir qu'un projet, souvent, ce n'est qu'un moment dans une trajectoire plus longue de partenariat. Donc on doit être capable, ensemble, de mesurer ces différentes étapes, de les analyser, de les remettre en perspective, de mesurer les échecs, les réussites, etc. Tout cela en transparence. Hein. Si on va aller dans les choses techniques, moi je fais pratiquement plus d'évaluation externe, on fait des choses ensemble. On va ensemble sur le terrain 1 semaine, 10 jours, avec des anthropologues et autres. Et puis ensemble, on étudie tout ça. Donc voilà, ces règles sont différentes dans le temps, d'un acteur à l'autre, d'un territoire à l'autre, mais elles doivent exister, elles doivent être claires. Pour moi, il y a une ligne rouge. C'est, entre guillemets, je m'autorise tout. Du dialogue, des études, de la co-construction, de la coaction, etc. Il y a une ligne rouge, c'est, une fois qu'on a fait le tour de tout, moi, je dois me retirer et j'attends. Je veux dire, en termes de décision, je crois qu'il est très important que les partenaires, alors que ce soit un partenaire système ou un partenaire individuel, quel que soit, je crois que le poids de la présence du partenaire du Nord doit disparaître dans les moments de décision pour que la décision puisse être libre. Et que ça aussi, ça fasse partie d'une forme de règle. Ça, c'est ma pratique à moi. Hein. Je ne sais pas si elle est partagée ou pas. Mais c'est la manière dont moi, il y a vraiment une ligne rouge ici qui est l'absolue liberté de décision. Alors évidemment, encore une fois, l'absolu n'existe pas puisqu'il y a des jeux d'acteurs, il y a des jeux. Mais voilà, en tout cas, on a conscience de ces problèmes et on les gère. Surtout, on ne les cache pas, on ne fait pas semblant qu'ils n'existent pas. On sait qu'ils sont là et on en parle. Le dernier point sur ce sujet, c'est que, bon, partenariat traditionnel, c'est je viens dans le Sud, je vais voir mon partenaire et je fais le monitoring. Bon, je n'ai pas fait ça, ça fait longtemps que je ne fais plus ça, si je l'ai fait un jour. L'action, ensuite, c'est de dire, ensemble avec le partenaire, on regarde ce qu'il fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça aussi, c'est quand même relativement classique. Et je trouve qu'aujourd'hui, en parlant de partenariat système, ce qui est intéressant, c'est ensemble avec les partenaires et avec d'autres, on observe la société et on essaye ensemble d'imaginer comment on peut identifier des choses qu'on n'avait pas vues avant, je crois que ça a été dit aussi tout à l'heure, et trouver des solutions, quitte à créer de nouveaux partenariats ensemble avec eux de manière ponctuelle, etc. Donc voilà, il y a des manières de gérer tout cela, mais c'est vrai que la règle de base, c'est ça, c'est la transparence, c'est en parler et surtout pas faire semblant qu'on est égaux. Quand on a une organisation qui vient et qui a un carnet de chèques important, ou qui a accès à des fonds importants, faut dire la vérité. Faut le gérer. Voilà. Vous avez en tout cas aussi géré le temps. Hein. Alors, donc, construire des relations plutôt globales avec le mouvement plutôt qu'avec le chef qui est là et qui gère sur le terrain le projet momentanément. Et puis, c'est celui, vous le dites, hein, c'est celui qui a l'argent, qui a aussi le pouvoir, mais il faut le gérer avec de la transparence et bien le gérer et pas le nier. Je crois que c'est les plus grandes conclusions qu'on pourrait faire de cela. Je vous propose plutôt de passer justement à la discussion avec la salle sur la question de comment est-ce qu'on peut arriver à, opérationnellement parlant, améliorer ces partenariats avec toutes ces questions qu'on vient de traiter, avec la transparence. Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette transparence? Comment est-ce qu'on arrive à à gérer cette réalité qui est celui qui a l'argent, c'est aussi celui qui a le droit de regard finalement sur ce qui se fait et ce qui se réalise sur le terrain alors qu'on ne peut pas toujours y être. C'est comment est-ce qu'on fait pour finalement nouer la confiance avec son partenaire alors qu'on a finalement ces déséquilibres qui sont de facto existants. Alors, je vous laisse peut-être... Ouh là là, il y a plein qui veulent parler, c'est très bien. Je crois qu'on avait... Bon, je vous laisse gérer. Oui, oui. Ça y est. Alors, moi, j'avais 4 petites remarques, questions. La première, c'est sur cette convention, et ça s'adresse à Bernard Parent, sur la nécessité d'une convention qui ait assez de flou.
Et il me semble que ce flou, en même temps, ça a pu marcher dans votre contexte, mais c'est peut-être aussi porteur de problèmes. Et si on transpose cette question dans un autre domaine, qui est par exemple celui des conventions internationales, pour qu'il y ait une réussite à chaque fois qu'il y a des grandes négociations, eh ben, il y a des textes diplomatiques avec des mots un peu fourre-tout, et après, c'est le flou dans les libellés, dans les mots qui sont choisis, etc., pose problème parce que tous les acteurs ont une certaine compréhension de ces termes et chacun tire la couverture à soi. Donc, est-ce que ce flou, c'est pas... Enfin, ça a pu marcher, mais est-ce que ça peut être généralisable, ce type de convention pas trop contraignante, on va dire. Après, deuxième chose, il me semble savoir qui est notre partenaire. Est-ce que c'est possible, jusqu'à quel degré on peut avoir une connaissance profonde d'un partenaire dans un contexte où on a un éloignement culturel qui est marqué? Alors, ça je ne sais pas répondre, mais j'aurais aimé avoir peut-être des réponses pour vous. Et puis, il me semble aussi qu'il y a pas la même vision du partenariat entre les deux exemples. Donc j'ai noté que l'organisation qui a les moyens financiers a le pouvoir, donc vous placez cette relation dans une perspective de pouvoir, forcément de domination, etc. etc. Et si on a, dans l'autre exemple, si on a un partenaire qui délègue du financement, c'est-à-dire qui apporte, je crois, 3 fois par an une certaine somme, de manière régulière sur 3 ans, à ce moment-là, il y a une délégation de pouvoir et la relation n'est plus la même. C'est plus une relation de domination, c'est une relation de responsabilisation. Alors, est-ce que, par exemple, quand vous dites ligne rouge, absolue liberté de décision, c'est quand même vous qui prenez la décision de vous retirer. Enfin, à quel moment, qui décide quand le CCFD se retire? Donc, pour moi, c'est pas une relation à égalité. Et justement, quand Mia-Marie a repris la définition du partenariat de coordination Sud, elle a repris un des termes qui est réciprocité. Et je voulais demander à chacun ce que c'était. Donc, pour moi, une relation durable s'inscrit dans la réciprocité. Et je voulais savoir, pour chaque exemple, qu'est-ce que c'était la réciprocité? C'est-à-dire, par exemple, pour le CCFD, vous apportez le financement, mais qu'est-ce que vous retirez en échange? Et puis, la même chose pour... Je m'excuse, j'ai été long. Non. Oui. Je pense qu'on va répondre à ces questions en premier parce qu'il y en avait déjà 4 là. Donc je laisse peut-être d'abord Bernard Parent de répondre à la question sur les conventions. Est-ce que si on laisse le flou, est-ce que ça pose problème? Il faut tout de suite que je reconnaisse que j'ai mal employé le mot. J'aurais pas dû dire flou, mais souple peut-être. Flou est trop négatif. Je crois que c'est d'abord une question de dimension et d'enjeu, et qu'une certaine souplesse est nécessaire à des partenariats qui sont sur des projets très précis et limités, et dans lesquels on peut admettre que la collaboration se fera sous la lumière de la confiance, et donc il faut avoir une souplesse. Mais on n'est pas dans l'enjeu des grandes organisations ou des enjeux à portée politique que vous avez peut-être voulu évoquer. Donc ce n'est pas la même échelle et probablement pas le même enjeu. On a besoin de souplesse, ce n'est pas celle de la main de fer dans le grand velours, mais on a besoin de souplesse par intelligence pour pouvoir s'adapter, parce que sur 3 ans ou 5 ans, les choses, elles changent. Et sur 15 ans, plus encore. Donc souplesse aurait été mieux venue que peut-être que flou. Vous avez raison. Voilà sur ce point. Je vais peut-être répondre sur un autre point, parce que ça concernait les mots que j'avais utilisés. On a parlé de droit de regard et de droit de décision. Dans le partenariat que nous avons, on essaie de séparer l'apport d'argent et les décisions quant à son usage. Il y a une sorte de charte de qualité qui demande que les soins soient faits sous forme de soins de qualité et pour les enfants les plus pauvres. Donc on a tout un système de barèmes, de tarifs pour favoriser les soins, l'accessibilité des soins aux enfants les plus pauvres et pour vérifier que les conditions d'exécution sont une qualité. Ça, c'est la condition pour laquelle
au prix de laquelle on s'engage à continuer le versement de ces 45 000 € par an qui sont versés maintenant depuis 8 ans. Mais en dehors de ces deux critères, pour le reste, la décision d'embaucher du personnel, de développer une activité ou de créer un nouveau sous-centre, elle appartient au manager et à l'équipe, mais plus à nous. Comme on discute, bien sûr qu'on a quand même une influence, parce qu'on n'est pas du tout indifférent à ces décisions, on les suscite ou on les critique. Mais formellement, la décision n'est pas prise par nous. Donc, il y a une certaine somme d'argent, on a un droit de regard, mais on ne se garde pas le droit de décision. Le droit de regard, on l'explique bien en leur disant que ce n'est pas de l'argent à nous et qu'il faut qu'on rende des comptes. Donc, on regarde les comptes, on épluche, on regarde la comptabilité. Mais le droit de décision, on essaye de plus en plus de s'en distancier. L'objectif, c'est l'autonomie. Et donc, sur le plan technique et du management, elle est déjà obtenue. Sur le plan de retrouver les ressources, elle est plus difficile. En gros, 20% des ressources sont gagnées par les Bengalis, mais 80% sont encore amenés par les ONG, au bout de 15 ans. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors oui, effectivement. Du coup, je vous laisse peut-être aborder la question de la réciprocité. Qu'est-ce que c'est pour vous? Je vais d'abord répondre sur la question de la domination. Si vous voulez, oui. Ça me paraît même le sujet de l'atelier. Hein. La question, c'est l'équilibre aux dominations. Tout à fait, oui, exactement. Ou alors, je me suis mal expliqué. Mon métier, c'est de gérer ce risque de domination pour le diminuer au maximum. Et ce que j'ai voulu dire, c'est que si on se ferme les yeux en disant « nous sommes tous gentils, nous sommes dans le développement », on va mettre le sujet sous le tapis et d'une manière ou d'une autre, ce déséquilibre va ressortir. Donc ce que je disais, c'est qu'il faut le gérer de manière transparente, savoir qu'il existe, en avoir conscience, en débattre avec nos interlocuteurs de manière très franche. Ça nécessite aussi de bien les connaître. On va prendre des exemples tout bêtes. Vous avez une organisation qui est pilotée par un avocat de droit libéral et qui donc a des revenus, et donc l'organisation, on va dire, est bénévole. Et puis, un jour, pour une raison ou pour une autre, c'est une autre personne qui prend la responsabilité et qui n'a pas de revenus. Ça paraît bête, hein, je prends un exemple très concret. Bon, ben voilà, cette question de dire une personne qui n'a pas de revenus va porter une responsabilité importante dans une dynamique de droits de l'homme, parce que je pense à ça en particulier, ou de dialogue politique. Si vous n'abordez pas cette question, je prends un exemple vraiment très précis, si vous n'abordez pas cette question-là, elle va revenir d'une manière ou d'une autre à un moment. Parce que ça va jouer dans l'influence que ça va avoir dans un système, la question des revenus, la question d'utilisation de l'argent, la question de la destination, etc. Ce que je veux dire, c'est que l'argent circule, puisque de fait, elle va du nord vers le sud. C'était ça la question de l'atelier. Donc il faut savoir gérer cette question-là. Donc ça ne veut pas dire du tout que nous dominons. Ça veut dire qu'il y a un principe de base de dire que celui qui a l'argent a un poids naturel, qu'il ne faut pas le nier, quelle que soit la qualité de la relation partenariale, qu'il faut simplement en avoir conscience et de savoir le gérer pour que, justement, je crois que Bernard l'a bien dit, compartimenter les sujets. Par exemple, moi, j'essaye d'éviter d'être trop dans le suivi financier, justement pour maintenir un niveau de relation davantage politique et dans l'humain, puisque j'incarne cette dimension-là. Et en même temps, j'ai une exigence financière, puisque mon association me demande bonne redevabilité. Donc, à ce moment-là, effectivement, on fait de la formation, on envoie des experts. On a un partenariat, par exemple, une association de volontaires retraités qui nous fait de la formation. On envoie des gens. Alors, on prépare régulièrement des suivis financiers, mais qui sont faits un peu extérieurs. On le prépare ensemble de telle manière à ce que ça soit présent, mais que ça ne perturbe pas le travail en commun. Voilà, il y a des tas de manières. Mais on le gère. Surtout, mon message, c'est on le gère. On le gère pour diminuer alors cette dominance. Oui, tout à fait. Il faut en avoir conscience, voilà. Il ne faut pas le cacher.
Et alors, je crois qu'il y avait la question également de qui est notre partenaire. Est-ce que c'est possible de connaître ce partenaire alors qu'il y a un éloignement culturel important et naturel? Et puis la question également de la réciprocité, la relation durable qui est justement venue avec cette réciprocité. Et puis qu'est-ce que c'est pour vous cette réciprocité? Est-ce que vous pouvez peut-être répondre à ces deux questions en même temps? Bon, sur la connaissance du partenaire, l'obstacle culturel évidemment est là, c'est clair. Et en même temps, c'est pas parce que et parfois il y a des dits et des non-dits qu'on ne peut pas avancer dans la connaissance mutuelle par tâtonnement, par expérience, par apprentissage. Et puis il y a aussi les pratiques. Je veux dire, il y a des pratiques de métier, il y a des pratiques humaines, tout simplement. Donc je crois que dans ces métiers-là, il faut être aussi dans des logiques d'immersion, prendre du temps, de rencontrer tout le monde, de sortir justement de la logique projet pour rentrer dans ces dimensions de rencontre, de sortir des débats uniquement de monitoring, mais plutôt dans des débats beaucoup plus larges, de connaître le maximum de monde, de favoriser le maximum de dialogue ouvert et pas dans un face-à-face avec une personne. Voilà, il y a un tas de choses comme ça qui fait que progressivement, on ouvre de plus en plus les différents registres dans lesquels on peut échanger, se faire confiance. Après, moi, je suis tout à fait d'accord. Ça fait 15 ans, il y a encore des choses que je découvre, évidemment, et ça sera pareil plus tard. Mais je ne crois pas que ça soit un obstacle. C'est une invitation, au contraire, à aller chaque fois beaucoup plus loin. Et là encore, il faut en avoir conscience. Bon, alors c'est à moi qui revient à la question de la réciprocité. Belle question. Mais vaste question. Je ne m'attendais pas à ce qu'on en débatte ici, mais elle nous tarabuse beaucoup, la réciprocité. Qu'est-ce qu'on retire? Au fond, pourquoi on fait ça, quelque part? On sait ce qu'on apporte. D'une certaine manière, on en a une idée pas marchande. On sait le temps, on sait le coût, on sait les difficultés ou les fatigues. Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'on en retire ou qu'est-ce qu'on nous offre en échange? Je crois que c'est quand même très proche de la réflexion sur l'échange des valeurs. Et que ce que l'on demande un peu timidement, en échange de ces moyens financiers qu'on apporte, c'est de pouvoir partager ou fonder pendant quelque temps des valeurs qui nous tiennent à cœur et qu'on pense très importantes à faire découvrir et à valoriser dans un pays nouveau. D'aller dans un pays nouveau, ça nous bouscule, ça nous chahute, ça nous décoiffe. L'intimité avec la grande pauvreté, avec l'insécurité, nous fait découvrir bien des choses et qui sont positives, parce qu'un esprit un peu mis en effervescence est plus efficace qu'un esprit tranquillement endormi dans son coin. Mais sur le plan des valeurs, on essaye de faire passer des valeurs qui nous tiennent à cœur, et c'est pour ça qu'on y va. Le statut de la femme au Bangladesh est une catastrophe. Le statut de l'enfant est une catastrophe. Les relations sociales dans cette démocratie islamique sont vraiment à la fois riches de découvertes, parce qu'entre les pauvres, il y a une solidarité incroyable. Plus les gens sont pauvres, plus ils partagent ceux qui n'ont même pas. On découvre des valeurs qui ne sont plus souvent mises en exergue chez nous. Et inversement, on essaie de faire passer d'autres valeurs, et c'est ça les termes de l'échange. Je dirais, en pensant à mon ami Jacques qui est là, la valeur de la façon de prendre un enfant dans un examen clinique vis-à-vis de ses parents et vis-à-vis de l'entourage, c'est porteur de toute une conception de la place de l'enfant dans la société. Et à travers sa façon qu'il a d'examiner des enfants, lui, qui est là, on l'appelle l'homme qui parle aux oreilles des enfants. Parce que quand il examine les enfants, il se tient tout près d'eux, il leur parle, et puis il fait venir la mère, et il développe une relation de qualité. Alors que, spontanément, chez les Bengalis, la consultation, la famille, elle est dans le fond. L'enfant, il est peut-être à mi-distance, mais on ne le touche pas, on le regarde, on pose des questions au papa qui accompagne, et puis on fait la consultation sans rien examiner, on fait la prescription et c'est fini. À la rigueur, un coup de stéto, mais jamais on va déshabiller ou toucher. Et jamais, en tout cas, demander quelque chose à la mère.
Et nous, on s'acharne à essayer de montrer qu'il y a une autre relation clinique. Et on échange des valeurs, on échange le droit de venir s'immiscer dans des groupes, dans des villages, dans des hameaux, dans des sociétés, dans des hôpitaux, pour développer ces valeurs-là. Je ne parle pas de ce qui se passe à l'hôpital, mais c'est du même ordre. Pour développer ces valeurs. Et en échange de ce droit, on apporte des moyens qui sont chez nous assez courants. Moi, je ne vois pas d'autres termes de réciprocité que celle-là. Ce n'est pas le tourisme qui nous attire parce qu'on paye nos billets d'avion, on paye notre hébergement, on paye notre nourriture, on paye jusqu'au dernier centime. Donc ce n'est pas pour ça qu'on va là-bas. C'est aussi quand même pour bénéficier de l'intimité parce qu'on nous emmène dans des coins perdus, on n'irait jamais dans des familles. Mais c'est aussi parce qu'à travers cet échange, il y a un peu ce que Saint-Exupéry disait du savetier qui s'échangeait contre des chansons et contre la joie de faire des chaussures. Nous, on s'échange contre le plaisir de montrer ce qui nous tient à cœur. Oui, je vais dire un mot là-dessus, parce que je crois que c'est fondamental, et Bernard a raison, la question de la réciprocité ramène à la question des valeurs. Au CCFD, la question du partenariat, elle va bien au-delà de la question du projet. Je dirais même qu'il faut mettre le projet à la rigueur de côté. Je crois que c'est la profonde conviction d'être ensemble dans une même humanité, à porter, je dirais, la même capacité à aussi collectivement construire son propre avenir et qu'on a tous les mêmes droits. Je crois que, bon, on ne va pas prendre tous les détails de la manière dont on le conçoit, mais je crois que fondamentalement, c'est ça. Effectivement, si on parle technicité, le chargé de mission ici peut intervenir, mais le chargé de mission au CCFD, il a aussi un rôle justement de compartimenter pour permettre la rencontre, pour permettre le fait qu'il y ait justement cette capacité à dialoguer, sur la vision de l'humanité et du monde. Après, qui va se traduire aussi dans des alliances, parce qu'aujourd'hui, il y a du plaidoyer, il y a des problèmes communs, donc ça rapproche aussi, parce que c'est aussi le problème de la rencontre qui se pose ici. Mais effectivement, la réciprocité, elle va, à mon avis, elle revient à se questionner sur la question des valeurs partagées et du sens de la relation. Peut-être même aussi de la confiance, de ce qu'on disait tout à l'heure. D'où l'action de la domination. Comment éviter cette domination, parce que justement on veut montrer qu'on est égaux, c'est un peu compliqué. C'est le serpent qui se mord la queue. Monsieur? Oui, David Tillus, je viens d'Haïti et j'ai beaucoup apprécié cette table ronde-là, surtout parce qu'on parle sur un sujet qui nous passionne. Et on a parlé de partenariat. Moi, j'ai bien aimé lorsqu'on parle de la convention. Je pense que ce qui caractérise un partenariat à la base, c'est la convention. Et dans la convention, il y a une zone floue vraiment là-dedans, parce qu'on est humain, c'est là qu'on a une sorte de marge de manœuvre, et pour connaître un partenaire, c'est là qu'on va apprendre. Donc la zone floue, c'est la zone d'incertitude. Donc je pense que c'est extrêmement important. Et vous avez parlé de la question de financement. Et c'est un mot, c'est ce qui se passe chez nous en Haïti, c'est ce qu'on a remarqué. Et la structure du Nord qui finance, c'est cette structure-là qui décide. Donc qui finance Roman. C'est une réalité de terrain. Et pourquoi c'est une réalité? Parce que dans les pays du Sud, le plus souvent, moi je vois le cas en Haïti, je vois dans d'autres pays du Sud, c'est ce qui se passe. Quand le Nord arrive pour apporter des sous. Et les gens du Sud acceptent de travailler avec le Nord, c'est parce qu'il y a l'argent derrière. Et maintenant, les données commencent à changer. Et je pense que c'est dans la question de partenariat qui se pose cette question. Pourquoi qui finance commande? C'est parce que on n'a pas défini vraiment les enjeux de ce partenariat. À savoir, c'est ce que je dis souvent aux organisations haïtiennes, avant d'entrer dans un partenariat, il faut savoir, ça doit écrire même dans la convention, qu'est-ce que le Nord apporte, qu'est-ce que le Sud apporte, qu'est-ce que le Nord a à gagner dans un partenariat avec vous dans le pays du Sud, et qu'est-ce que nous, on a à gagner auprès du Sud, auprès du Nord. Et qu'est-ce qu'on a à perdre en même temps? Le fait d'accepter de travailler avec des structures du Nord. Donc c'est déjà une question qu'on doit écrire ça même dans la convention que je trouve intéressant pour dire qu'on travaille ensemble. C'est pas parce que vous êtes meilleure organisation, c'est pas parce que vous êtes excellent.
on a accepté de travailler, c'est parce qu'on se met d'accord autour d'un projet commun. Voilà ce qu'on va gagner si on se met d'accord autour de ce projet. Je pense que c'est fondamental. Et c'est là la question de financement ne va pas poser, parce qu'on sait très bien au niveau des pays du Sud, on n'a pas les sous, mais on apporte ça quand même qui est très important pour le Nord. Je pense que c'est dans la Convention qu'on doit essayer d'articuler ça. La deuxième chose qui m'intéresse sur cette question de partenariat, c'est que le plus souvent, j'ai remarqué ça dans les pays du Sud, plus précisément en Haïti, les organisations au Nord cherchent toujours des structures faibles. Ah, on a notre partenaire depuis 15-30 ans. Maintenant, ça crée du clientélisme. Ce n'est pas la question du partenariat. Parce qu'on a toujours besoin des structures pour aider, pour les appuyer. Ces structures-là ne sont pas performantes vraiment, donc elles ne peuvent pas construire, elles ne peuvent pas donner des résultats. Et je pense que c'est là qu'on commence à critiquer les actions des ONG dans les pays du Sud parce qu'on ne voit pas des résultats. Je pense que c'est très important parce que dans les pays du Sud, les gens du Sud ne sont pas innocents. Donc ils rentrent dans la dynamique, parce qu'en Haïti, on parle de concept, le clientélisme, on développe le marché, le business. Parce qu'ils font semblant qu'ils n'ont pas compris, ils acceptent de donner n'importe quelle facture aux gens du Nord, parce qu'ils disent, de l'autre côté, les gens du Nord vont rectifier, arranger la facture pour nous. Donc c'est là, je dis, c'est important de voir ça pour dire qu'ils ont tenté de vous donner de fausses factures, parce qu'on sait très bien au Nord, ils sont spécialisés dans les fausses factures pour donner aux bailleurs. C'est des recherches qu'on a menées sur le terrain. Pour vous dire que la question de partenariat, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à regarder au-delà. 30 ans, vous travaillez avec un partenaire, vous développez des liens d'amitié, mais en même temps, vous cassez des dynamiques de terrain. Ces partenaires-là ne vont pas faire d'efforts parce qu'on sait très bien, chaque année, on a notre financement. Et ça casse la dynamique de territoire. Ce que je voulais, et la question qui m'intéresse dans vos expériences, et vous avez parlé de ce qui marche. Mais concrètement, est-ce qu'on peut avoir 2-3 exemples de ce qui ne marche pas dans vos partenariats? Et pourquoi j'ai posé cette question? C'est parce que j'ai remarqué, surtout dans des rencontres comme ça, on a toujours tendance à mettre en exergue les choses qui marchent. Au contraire, les choses qui ne marchent pas peuvent être des éléments déclencheurs pour propulser des dynamiques, pour donner des résultats. Donc, je pense que tout est bien, c'est bien marché, les partenaires du Sud sont excellents, mais entre guillemets, on est toujours dans l'assistanat, la mendicité, tout ça. Mais on voulait savoir qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas. Et si on voulait faire 2 expériences pareilles, quels sont les éléments de solution qu'on pouvait mettre en avant pour essayer de construire une autre approche pour avoir un autre résultat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions et puis on va y répondre après, puisque sinon on va être un court temps. Donc je vous demande aussi d'être un peu concis, mais c'était très intéressant et je pense qu'il y a même des éléments de réponse dans votre question qui sont à retenir. Donc je vous laisse... Oui, c'est bon. Donc bonsoir, je m'appelle Hala Ekouri, je suis libanaise, donc une professionnelle de l'humanitaire et du développement libanaise, mais je travaille aujourd'hui à l'Institut Bioforce, donc à Lyon. Je souhaitais témoigner en tant que professionnelle du terrain libanaise, donc le Liban pour ceux qui ne connaissent pas et qui est assez bien représenté à ses états généraux comme je peux le remarquer. Le Liban connaît une société civile qui est relativement forte, qui a connu la guerre civile pendant plus de 30 ans et aussitôt la guerre civile s'est arrêtée, il y a une société civile qui s'est développée avec des organisations qui font un très beau travail sur le terrain. Donc je me permets juste de faire un petit témoignage, une petite anecdote qui peut illustrer un partenariat un petit peu non conventionnel. Et par ailleurs, je conclus en posant une question à l'audience, non seulement à nos experts qui sont au panel, et que je remercie pour vos témoignages, juste pour provoquer peut-être une réflexion à un autre niveau. Donc en témoignage, c'était juste une petite anecdote. J'ai travaillé à l'association Amel au Liban pendant 4 ans à peu près. Et c'est marrant parce que quand j'ai rejoint l'ONG, j'ai pris les manettes d'un programme financé par l'Union européenne et avec un partenariat donc avec une ONG italienne.
Et ce qui était non conventionnel dans ce programme-là, c'est que ce programme était financé par l'Union européenne et qu'en général, quand on est deux partenaires sur ce projet-là, l'Union européenne a besoin d'une ONG référente qui a le lead sur le projet et du coup qui doit, elle, piloter le projet et être redevable vis-à-vis de l'Union européenne. Ce qui était atypique, c'est que c'était l'ONG libanaise, notre ONG, qui avait le lead dans ça. Donc c'est nous qui avions l'argent, figurez-vous. Et du coup, il y a eu quand même un travail assez important que nous avons dû faire avec l'ONG italienne qui, de premier abord, était dans la posture de nous, ONG italienne, on débarque chez vous, on sait ce qu'on va faire sur le terrain, on va vous apprendre à gérer votre projet, et donc qui était dans une posture déséquilibrée et non réciproque. Et c'est là où les bourdes ont commencé, parce que mission exploratoire, l'ONG italienne débarque sur le terrain, avec des questionnaires qu'ils ont développés non sans nous consulter à nous. À l'époque, je n'étais pas la manager de ce programme-là. Et parmi les questions, donc, était la question pour vous, les personnes qui vont interviewer dans la mission exploratoire, est-ce que vous êtes affilié à un parti politique? De quelle religion êtes-vous? Et ainsi de suite. Donc, c'était des questionnaires qui n'étaient pas du tout bien adaptés au contexte libanais, qui allaient dans des zones régies, ou bien en tout cas des zones qui sont où il y a une forte prédominance du parti du Hezbollah. Et donc, le résultat, c'est qu'on a des représentants du parti de Hezbollah qui débarquent dans notre association, ils nous connaissent, ils savent qu'on est apolitique, mais qui nous disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur le terrain ? Mais c'est quoi ces questions que vous êtes en train de poser aux gens, etc. » Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il fallait se mettre autour de la table, non seulement pour développer une convention pour se mettre d'accord, mais également un contrat qui détermine les responsabilités et les rôles de chacun des partenaires. Parce que c'est ce qui va régir notre relation sur le long terme. Et la relation, et pour reprendre un petit peu ce que notre ami haïtien mentionnait tout à l'heure, c'est pas seulement la posture que l'ONG du Nord apporte avec elle, et qui n'est pas forcément bâti sur un esprit de réciprocité, dans le sens où qu'est-ce que moi, ONG du Nord, je peux apprendre de ces ONG du Sud, c'est aussi notre faute à nous, qui est dans le sens où un peu clientéliste, ou qui se met en position de faiblesse vis-à-vis d'une ONG du Nord, et qui ne revendique pas aussi nos forces, nos points forts et nos compétences, que nous aussi on peut vous apporter et que nous aussi on peut vous vendre. Donc, je termine mon intervention par rapport à ça. Donc, c'était une des questions que je voulais poser tout à l'heure. Et j'insiste aussi là-dessus. C'est quelle est la posture qu'on peut adopter pour se dire qu'est-ce que nous, ONG du Nord, on peut tirer de ce partenariat-là, au-delà des valeurs, qui est tout à fait entendable, et au-delà du fait que ça va faire de très jolis rapports d'activité à la fin de l'année, avec des très beaux mots-clés, partenariat, le financement auquel on peut avoir accès, et ainsi de suite. Qu'est-ce que nous, on peut aussi apprendre de ces ONG qui font du très bon travail sur le terrain? Et ma dernière question, donc, c'est une question pour provoquer le débat à notre niveau. Aujourd'hui, si on part du postulat que c'est l'argent qui détermine le pouvoir, et c'est celui qui a de l'argent qui reste au-dessus, qu'est-ce que nous, on peut faire en tant qu'acteurs d'un système humanitaire qui est bâti ainsi? Aujourd'hui, si on regarde les statistiques, on a les 5 plus grosses ONG humanitaires, Oxfam, MSF, Save the Children et 2 autres, qui représentent 0,1% des ONG partout dans le monde, qui détiennent 31%, qui dépensent 31% des dépenses humanitaires. Si on regarde les statistiques, à combien de pourcentage ont accès les ONG nationales ou locales, c'est vraiment une infime partie. Donc quel est notre rôle pour changer cet équilibre, même si ça va nous faire un peu moins d'argent dans nos poches à nous, ONG internationales et ONG du Nord, quelle est notre responsabilité pour faire un shift dans cet équilibre qui existe aujourd'hui et qui résulte dans ce déséquilibre au niveau de ce qu'on appelle le partenariat. Voilà, merci. Très beau témoignage. Est-ce qu'on peut prendre une troisième? Merci. Alors dans le domaine du développement, cette fois-ci, j'ai vécu des choses à la fois très fortes positivement et des choses très tristes.
il se trouve que les choses les plus tristes, je les ai vécues avec des partenariats avec des ONG du Nord. Mais effectivement, je crois que ce qui est vachement important à voir dans la relation à nos partenaires sud, c'est que d'abord notre attitude induit une réaction et des calculs et des logiques d'acteurs. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement notre attitude à nous, en tant que quand vous arrivez sur un terrain, vous y avez été précédé depuis la décolonisation par des milliers et des milliers d'autres acteurs qui ont créé des habitudes qui sont en général pas vraiment très saines, il faut connaître. Depuis 40 ans, les habitudes prises sur le terrain, moi je constate, elles sont parfois catastrophiques. Et je vais en forme de boutade. Hein. Moi j'ai des collègues béninois qui m'ont dit « Ah, lui il a une stratégie 6S ». C'est quoi la 6S ? 6S, c'est savoir siffler les sous-suisses sans souci. Les mecs, ils rigolent avec ça. Et la première des attitudes qu'on a, effectivement, il faut inverser comment on est perçu, et notre collègue libanaise va peut-être, vous serez sûrement d'accord avec moi, c'est les acteurs du Nord arrivent dispersés, non coordonnés. Et quand les acteurs sud voient tous ces gens qui arrivent, plein de bonne volonté de faire, non coordonnés, ils se disent, mais il y a du business à faire, quoi. C'est normal. C'est logique, d'accord. Donc, ensuite, on voulait être concret. Et là, c'est qu'elle soit positive ou triste, je voulais vous proposer quelques outils ou démarches qui nous ont parfois aidés à rectifier ou à améliorer les choses. D'abord, bien se connaître mutuellement. Il y a des grilles. Par exemple, il y a la méthode patte-miroir. Peur, attrait, tentation, en miroir. C'est des méthodes d'animation. Quand on veut monter un projet partenarial, on se fait des petits groupes, etc. Et on travaille sur qu'est-ce qui vous attire, au sens de quoi vous avez envie, quelles sont vos envies de faire, qu'est-ce qui vous fait peur. Et tentation, c'est qu'est-ce qui vous tente, là, quel filtre vous tenterait éventuellement, etc. Quand on arrive à se dire ces choses-là, c'est déjà fort. Et la méthode, elle est intéressante parce que c'est en miroir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on demande à chacun de se mettre dans la peau de l'autre et d'imaginer ce dont lui a peur, ce qui l'attire, lui, et les filouteries qui éventuellement le tenteraient. Et après, on engage des débats et des discussions. C'est en général, ça vous met l'animation pour une bonne journée. D'autres, dans la grille, notre grille de lecture pour bien se connaître et pour bien définir, en fait, un partenariat, à mon avis, souvent, c'est qu'ils ne sont pas exactement bien délimités. D'abord, il faut les délimiter dans le temps. Ça a été un peu évoqué, mais c'est vraiment important. Les partenariats indéfinis, ça n'existe pas. Un partenariat, ça a une date de début, ça a une date de fin. Éventuellement, ça peut se reconduire. Mais ça, c'est une autre histoire. Et dans ce partenariat, il faut définir le niveau de profondeur et d'ambition. Est-ce qu'on veut juste faire un plaidoyer en commun, avoir de la co-visibilité, etc. Un discours commun. Niveau un peu plus profond. Est-ce qu'on veut avoir des actions communes, coopérer, ou co-innover, faire de la recherche en commun? Là, on est encore dans ce qu'on appelle le visible, le dit. Après, on va descendre au niveau plus profond, le niveau stratégique. Est-ce qu'on a des stratégies partagées? Est-ce qu'on veut définir des stratégies communes? Là, il faut faire attention parce qu'il y a un certain nombre de stratégies qui ne sont pas toujours explicites. Et donc là, si on veut avoir l'ambition d'avoir des stratégies partagées, il faut vraiment être sûr de qui on a en face de soi. Et le niveau le plus profond, celui qui est le plus inatteignable, pour moi, je trouve que c'est les valeurs partagées. Est-ce que vraiment, par-delà l'abîme culturel, par-delà les logiques d'acteurs, par-delà les représentations, est-ce qu'on a vraiment des valeurs partagées, lesquelles et jusqu'à quel point? Ça, c'est vraiment, à mon avis, un niveau de difficulté ultime. Et pour ça, autre proposition concrète. Oui. C'était d'accord. La proposition concrète, c'était juste le recours à la médiation préventive ou médiation curative. Des fois, ça sauve des projets. C'est tout. Merci.
On va enchaîner avec toutes les questions, je crois, parce que le temps, il est limité. On a commencé 10 minutes en retard, donc on va prendre les 10 minutes quand même. Voilà. Autre question? Je crois que voilà les 3 questions. Voilà, ça va être comme ça parce que sinon on va pas y arriver. Et puis on veut bien aussi quand même avoir la réaction du panel, puisqu'il y a quand même quelques questions qui ont été posées. Du coup, j'avais 4 questions, mais je vais en poser qu'une seule. Et en plus, c'est pour compléter la question de notre ami haïtien. Je n'ai pas retenu le nom, mais je viendrai le demander après. C'est par rapport à l'échec. Et c'est avant même que l'échec ait eu lieu. Quelle est l'attitude de vos ONG, par exemple, pour être dans le concret, face à un potentiel échec? Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous l'appréhendez? Et je sais, par exemple, que le système anglo-saxon, par exemple, a un peu moins peur de l'échec dans l'idée où pour eux, c'est ce qui tue pas rend plus fort. Et voilà, est-ce qu'il y a comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête? Et ensuite, la question de notre ami haïtien. Voilà. Merci. J'avais juste quelques idées. Premièrement, je pense que ce que nous présenté le podium est extrêmement intéressant. Surtout, moi, je trouve ça intéressant parce que ça m'a servi un peu à préciser ce qu'on comprend par partenariat. Point de départ, ce que j'ai entendu, ça prend du temps. Les gens, c'est que j'ai parlé, qui disent un partenariat pour que ça fonctionne 5 à 10 ans. Bon. Donc se pose la deuxième question. Si ça a besoin de ça, ça veut dire quoi partenariat dans les questions d'urgence? À moins qu'on parle d'urgence permanente, ça c'est peut-être possible. Donc ça c'est la question que je me pose. Il n'y a pas une différence partenariat urgence et développement, à moins que l'organisation d'urgence soit en même temps dans le développement, ce qui est d'ailleurs le cas. Autre point de réflexion, à mon avis, il faut être quand même un peu plus précis. Un partenariat avec une ONG du Sud, normalement, est asymétrique. C'est l'ONG du Nord qui apporte l'argent. C'est incontestable. La question est, est-ce que cette asymétrie va plus loin? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, je fais un partenariat avec des chirurgiens? Qui dit qu'a priori, je dois former les chirurgiens? Il y a des pays dans le Sud qui ont de très bons chirurgiens. Donc cette asymétrie ne s'applique pas là. Donc le problème, et ça je l'ai bien trouvé, c'est qu'il faut gérer cette asymétrie dans un certain sens. Et le point final serait d'établir la confiance. Seulement la confiance dépend du temps. C'est-à-dire vous n'avez pas la possibilité de dire bon j'arrive, écoutez chers amis, allez, on est confiant. Bon, si vous allez dans la banque, vous voulez un crédit, bon, elle regarde certains critères, vous avez votre crédit, mais il compte sur vous qu'à la fin vous le repayez. Et donc vous êtes pratiquement dans une situation comparable. Si vous ne faites pas confiance à l'avance, vous ne donnez pas un crédit aux autres, ça ne va pas marcher. Voilà, je m'arrête. Alors, moi j'ai une question, Bruno David, Communication sans frontières, pour rebondir sur ce que disait notre ami haïtien, et moi qui me paraît fondamental. La première, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de développer un peu plus le Minitel plutôt que de penser que le monde demain, ça sera basé sur Internet. Donc j'ai l'impression qu'il y a un phénomène, certains disent d'ubérisation, d'autres de kodakisation de l'humanitaire, c'est que l'humanitaire est devenu incapable de réinventer demain et ne fait que déployer des modèles qui sont les modèles qu'il a déployés depuis 25 ans, 30 ans, 40 ans. Et donc d'essayer d'améliorer globalement à la marge ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et tout le monde s'accorde à dire que le vocabulaire du type partenariat, financement, cofinancement, tout ça aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt, puisque la problématique n'est pas là, la problématique est liée à la finalité. La finalité, c'est de permettre à des individus, nous sommes des ONG, organisations non gouvernementales, d'humain à humain, pour aider des humains qui sont dans des passes extrêmement difficiles de leur histoire. Les ONG ont demandé de mettre Haïti sous tutelle. Il ne faut pas l'oublier, donc on peut se raconter ce qu'on veut, mais il y a un moment donné où les ONG ont dit, bon, écoutez, les Haïtiens, ils sont incapables de se débrouiller eux-mêmes, on va s'en occuper et on va s'occuper de reconstruire le pays. Aujourd'hui, on est
quelques années après, le pays n'est toujours pas reconstruit. Et les Haïtiens sont toujours dans une situation extrêmement difficile. Et les plus fortes critiques de l'action humanitaire sont justement à dire que globalement, c'est une goutte d'eau dans un océan. Et comme le dit Esther Duflo, tous les pays qui ont été aidés, et en particulier aidés par les ONG, ne s'en sont jamais sortis. Donc, la grosse question, on est dans des états généraux qui vont quand même avoir un impact a priori, je l'espère, sur des messages portés au World Humanitarian Summit, c'est de dire, est-ce qu'on est capable de réinventer notre modèle? C'est-à-dire, c'est pas d'essayer de faire un fil rouge à la place d'un fil bleu, d'essayer de le faire un peu plus épais, un peu plus joli, un peu plus machin, un peu plus sûr. Le problème, c'est qu'est-ce qui va permettre aux Haïtiens de prendre en main, par exemple, leur histoire, leur destin, et pas de négocier des petits francs suisses, des francs français, avec des bailleurs qui utilisent les ONG comme des instruments de leur propre politique. La question va être au Congo, comment ça va se passer? Comment ça se passe après les catastrophes naturelles? On vient tous intervenir, comme au Népal, comme aux Philippines, et puis après la vie reprend son rythme. La question, à mon avis, qui est fondamentale, et je m'arrête là, mais ce n'est pas du tout une critique pour vous, hein, bien entendu, vous l'avez compris, c'est la capacité du secteur tout entier à se réinventer, à réinventer ses modèles. Le modèle dont on parle, c'est un modèle économique. C'est aujourd'hui des gens qui reçoivent de l'argent de donateurs, des pays occidentaux, parce que le Nord et le Sud, ça ne veut pas grandir grand-chose, généralement des pays occidentaux, qui sont tous solvables, qui peuvent donner de l'argent pour ce que certains appelleront leur prochain, et qui vont se dédouaner d'une mauvaise conscience parce que l'équilibre économique mondial est insatisfaisant. Les richesses sont mal distribuées. Donc, est-ce que c'est un système sur lequel on veut rester et à la marge essayer d'améliorer, ou est-ce qu'on est capable, en tant qu'humanitaire et ONG, dans leur ensemble, dans un sommet mondial humanitaire qui aura lieu en mai l'année prochaine, de dire ça suffit, ça ne peut plus continuer comme ça? Est-ce qu'on est capable d'apporter une réflexion prospective sur les 25 ans de développement et d'aide humanitaire qui arrivent? C'est la question que je voulais poser. C'est la dernière. Je pense qu'on va s'arrêter par contre là, parce que sinon, ils vont avoir beaucoup trop de questions à traiter. Je vais essayer d'aller vite. Ma question, on parle beaucoup de domination par l'argent, du fait qu'effectivement, c'est l'organisation qui a l'argent qui domine. Et en même temps, vous avez beaucoup parlé de l'autonomisation des organisations techniques, managériales, etc. Et vous avez dit, on est sur la voie de l'autonomisation financière. Concrètement, comment on fait pour donner à une organisation locale son autonomie financière, sachant qu'aujourd'hui, c'est difficile d'abord pour les bailleurs de faire confiance, ils ne veulent pas donner directement aux organisations locales, et ensuite, tacitement, c'est un petit peu la disparition, vu que c'est la dernière pierre de l'autonomisation de l'organisation. Pour vous, c'est un peu votre désengagement du Bangladesh. Si jamais l'organisation elle-même devient indépendante, votre rôle, en tout cas, est diminué, puisque c'est la dernière chose que vous tenez. Donc ma question, c'est comment on fait en tant qu'organisation pour, en gros, planifier, pas notre disparition, mais notre désengagement, même personnellement, parce que j'imagine que c'est un lien fort et que c'est important pour vous. Alors, je crois qu'on va essayer de... il y a quelques questions qui se recroisent quand même. Disons qu'il y a la question qu'est-ce qui ne marche pas dans vos partenariats? C'était la première question. Et quels sont les éléments de solution? Peut-être que ça rejoint un petit peu la dernière question. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour améliorer... pour l'autonomisation, notamment technique, par exemple, des acteurs, comment concrètement le faire? Je vous laisse peut-être réagir à ces deux questions d'abord. Il y a aussi une question sur l'échec qui rejoint un petit peu celle de qu'est-ce qui ne marche pas. En effet. De toute façon. D'abord, il y a des questions dont le calibre s'adresse à des experts visionnaires et moi, je me sens un simple témoin. Donc, je n'ai pas la perspective des 25 ans qui viennent pour l'humanitaire face aux défis du changement de société et de paradigme. À la place des valeurs, on met la spéculation et on ne sait plus très bien qu'est-ce qui peut orienter nos actions. Donc là, je ne me sens pas du tout détenteur d'un micro. Pour dire qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qu'on fait quand il y a des échecs, j'aurais tendance à dire qu'il y a deux choses différentes. Il y a des échecs chemin faisant.
Il y a des choses qui ne marchent pas et qui sont chemin faisant. Ça, il y en a beaucoup. Il y a sans arrêt des trucs qui bloquent ou des dérapages ou je ne sais pas, concrètement, on a une équipe de kinés. Ils sont passionnés par un certain type de pathologie parce qu'ils savent bien le gérer et ils négligent complètement les enfants qui sont des IMC parce qu'ils sont un peu démunis et parce qu'on n'a jamais des bons résultats. C'est des dérapages, il faut les sentir, il faut les reprendre parce que c'est contraire à notre projet de faire une sélection entre des enfants qu'on soigne et d'autres qu'on ne soigne pas. Les échecs sont plutôt des appels tantôt à se corriger, tantôt à revoir nos objectifs, tantôt à reprendre un peu de la formation. Les échecs chemin faisant, ou qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a des tas de choses qui ne marchent pas, mais qui se corrigent. Et ça ne met pas en cause la finalité du projet, à mon avis. Après, qu'est-ce qui ne marche pas en définitive? Qu'est-ce qui fait qu'un projet peut ne pas marcher? Cette question, elle est majeure. Qu'est-ce qui fait que quand on va partir, on dira tout à l'heure comment effectivement ce qu'on prépare, c'est le départ. Depuis le début, on prépare notre départ. Et on essaye d'apprendre aux gens à marcher tout seuls, ne serait-ce que pour aller ailleurs. Et qu'est-ce qui pourrait être l'échec à ce moment-là, quand par chance les finances seront à la hauteur des frais de fonctionnement pour l'organisation que nous aurons mis en place? Ce jour-là, c'est de savoir combien de temps les valeurs exogènes, les valeurs occidentales que nous avons essayé d'apporter et d'implanter dans cette communauté, combien de temps elles vont tenir? Parce que déjà chez nous, les valeurs de partage ou de fraternité, elles n'ont pas toujours la partie belle dans nos propres sociétés. Alors, a fortiori, dans ces sociétés qui sont, par définition, encore plus inégalitaires que la nôtre. Il y a des riches au Bangladesh. Ils sont extrêmement peu nombreux, comme les riches sur la planète, et ils détiennent tout. Et le développement du pays, qui est un développement important, qui est de l'ordre de 8% de progrès, si on compte en PIB, ce qui ne veut pas dire grand-chose, il laisse dans la mouise autant de gens qu'auparavant, parce qu'il est concentré dans une bourgeoisie, une haute bourgeoisie, ou quelques privilégiés qui ne vivent plus au Bangladesh, mais en Inde ou à Londres. Donc, qu'est-ce qui fait que les valeurs qu'on essaie d'enseigner, de dire qu'il faut s'occuper des enfants, les plus pauvres, et leur apprendre à marcher, et leur faire des soins de qualité, et leur faire payer pas trop cher, et aller loin, s'occuper d'eux, parce que c'est mieux que de les laisser venir et de faire payer très cher pour que les gens aillent trouver des ressources en appelant à la rescousse tout le hameau ou tout le village. Ça ne va pas durer toujours. On peut penser que quand on va arrêter, peut-être, ou bien ça durera un certain temps, ou bien ça sera repris comme des valeurs acquises par la société, ou bien ça disparaîtra. Mais chez nous, le mythe de Sisyphe, il est le même. Hein. Qu'est-ce qui fait que nos valeurs durent? Qu'est-ce qu'étaient les valeurs de la société française il y a 30 ou 50 ans? Et qu'est-ce qui les menace en faisant de la spéculation? Je crois que l'échec, cette menace, elle est à beaucoup d'endroits. Et que ce n'est pas la crainte de l'échec qui doit nous empêcher de continuer à essayer de faire. Quant au fait de partir, je pense qu'il faut prévoir de partir parce qu'on ne peut pas toujours garder les gens dans la main ou sous une perfusion financière. Nous, ce qu'on voit, c'est que peu à peu, on transforme les financements de fonctionnement en financement d'investissement et on essaye d'aider la structure à gagner ses frais de fonctionnement. Selon les activités, selon les lieux, ça marche plus ou moins facilement. Muriel, qui est là, pourrait vous parler des expériences d'échographie ambulatoire dans des pays comme la Tanzanie ou le Sénégal ou la Guinée, où on arrive à mettre un appareil d'échographie dans un 4x4, à apprendre à des sages-femmes de terrain à faire des échographies prénatales et à dépister les tocopathies ou les pathologies d'accouchement qui vont faire mourir les femmes si elles ne sont pas césarisées. C'est un geste tout simple. C'est extrêmement riche en éducation féminine parce que c'est l'occasion d'une rencontre, en prévention des accouchements mortels. Et en fait, les femmes sont prêtes à payer quelque chose et c'est des projets qui se financent très bien. Pour faire tourner, si on paye l'échographe et qu'on le renouvelle et qu'on paye le 4x4, après, pour faire tourner le projet, je crois que l'équilibre financier n'est pas très compliqué. Nous, au Bangladesh, on a un truc, un peu une usine à gaz très compliqué avec de la chirurgie, de la prévention, de la réhabilitation, un atelier. Ça sera dur de tout maintenir. On essaye pour l'instant de limiter notre investissement, enfin notre perfusion financière à de l'investissement et de faire qu'ils gagnent eux-mêmes de quoi assurer les salaires et les charges. Mais c'est une vision comptable. Hein. De toute façon, partir tout à fait, c'est difficile. On essaye aussi de trouver des bénévoles bengalis en relais.
il y a une obligation d'aumône dans la religion musulmane qui est extrêmement féconde et qui oblige les musulmans et les institutions à donner de l'argent. Pour l'instant, ça va beaucoup aux écoles coraniques. On essaie de le dériver un peu dans certains cas, vers des dispensaires, dont le nôtre, évidemment. Et quand nos kinés et nos field workers, nos travailleurs de terrain sont repris par l'hôpital, pour l'hôpital qui est avec un conseil d'administration musulman, pour eux, c'est une charité. Ça fait partie des 10% de leur budget qu'ils doivent donner pour des causes de bénévolat. Qu'ils le fassent passer de l'école coranique à un dispensaire de santé qui fait de la formation pour les femmes, pour nous, c'est une bonne chose. Et si on s'arrête, on n'aura pas l'impression d'avoir tout raté. Mais c'est pas pour tout de suite. J'arrête. Très bien, peut-être pour aller plus loin encore, en se disant que voilà, ces échecs basés sur vos expériences d'échecs, peut-être, est-ce qu'il faudrait réinventer le système? Est-ce qu'il faudrait trouver notre équilibre? Quelle est notre responsabilité dans ce système qui est actuel? Et est-ce qu'il faut aller dans l'innovation de l'action humanitaire d'aujourd'hui? Ça passe là? Oui, dans tout ce qui a été dit sur la dernière série de questions et de réflexions partagées, il me semble qu'il y a deux choses différentes. Il y a ce qui est lié au partenariat avec une tension entre notre vision du partenariat tel qu'on l'espère et puis la technicité obligatoire. Donc là, il y a deux sujets qui sont très différents. Et puis, il y a la question des modèles. J'ai entendu beaucoup de questions, je vais d'abord commencer par le partenariat, beaucoup de questions sur la durée, la confiance, etc. Il y a un ancien directeur des partenariats internationaux CCFD qui disait que finalement, in fine, quand on cherche bien, le cœur du métier du chargé de mission, en tout cas du métier du partenariat, c'est l'identification finalement de... Le mot identification est encore très technique, mais comment on va se choisir? Il avait plutôt cette expression-là, parce que une fois qu'on se choisit, déjà on peut avancer, on peut faire un pari dans le temps, la confiance commence. Évidemment, elle va structurer, mais on ne va pas attendre 5 ans pour reprendre la réflexion qui avait été faite. Donc il y a effectivement un moment essentiel qui est on fait le pari d'aller ensemble. C'est ce moment du choix. C'est quelque chose, on pourrait en discuter, on n'a pas le temps maintenant. Je pense chacun a sa propre expérience. Dans une action comme le CCFD, il faut le capitaliser un peu parce que c'est un peu plus grand pour partager. Et une fois qu'effectivement que ce moment est fait, moi je ne crois pas qu'on ait fait beaucoup d'erreurs parce que y a quand même une expérience accumulée depuis tout le temps. Mais effectivement, une fois que ce choix est fait, qu'il est bien fait, on peut faire énormément de choses. Et à partir de là, on a le temps devant nous. Et donc on a confiance. Et à ce moment-là, quand on fait un échec, c'est pas grave. Moi, je suis dans la logique anglo-saxonne. L'échec fait partie du processus. Moi, je dirais presque qu'un partenaire qui ne fait pas d'échec soupçonne quelque chose de bizarre. Trop orthodoxe, il veut bien faire, il veut plaire. Et donc je reviens sur ce fameux flou qui finalement... Voilà, donc notre accord, c'est la finalité politique. Enfin, je l'appelle politique au sens du changement espéré. Après, l'ensemble des projets, il y a des erreurs, des échecs, il y a du flou. Bon. Donc voilà, je dis bien ça, c'est un sujet. Et j'ai envie de dire... Ce qui nous rassemble, c'est finalement que nous, on ne s'inscrit pas dans ce modèle de l'aide internationale aujourd'hui. Je crois que ce qu'on essaye de témoigner, justement, c'est de dire que cette vision du partenariat qu'on essaye d'exprimer aujourd'hui, peut-être de manière un peu trop technique, c'est justement de dire qu'on veut échapper à ce monde de l'argent, où l'argent régule les relations entre les pays, entre les personnes dans la société, justement pour essayer de construire, alors on va le traduire dans les actes militants d'aujourd'hui, mais de construire un fort mouvement qui rassemble les hommes et les femmes, qui les rassemble dans des convictions communes et qui permet aussi de construire des alternatives. Parce que je crois qu'on appartient à des organisations qui ne sont pas spectatrices de ce qui se passe. Je crois qu'on construit des alternatives, on est des mouvements aussi politiques, de fait. On fait du plaidoyer international, on travaille sur les questions de paradis fiscaux, on travaille sur l'immigration, on a une parole publique, on s'exprime à travers des coalitions ou parfois seul, en coalition tout le temps pratiquement. Donc voilà, je crois que là-dessus, il faut être clair. Après, la question des modèles, ça va justement sur la question des modèles. On le sait, il y a un monde, il y a un business de l'aide, ça a été écrit, réécrit. Juste une anecdote, en Centrafrique, les ONG centrafricaines, enfin la société civile centrafricaine dans un forum national auquel j'ai assisté il y a 1 an et demi, ont demandé une commission d'enquête internationale contre les ONG internationales.
C'était une erreur et une faute. Mais techniquement, ça traduit la capacité des ONG internationales à prendre possession d'un pays. Aujourd'hui, c'est elles qui répondent aux appels d'offres pour construire des routes, pour faire des ponts. Enfin, je veux dire, on sort ici de la solidarité internationale. On rentre sur un marché. Donc, confondons pas, à mon avis, les sujets. Moi, je suis d'accord que nous, on se situe dans une réflexion plus globale, ici. Je crois qu'il y a une réalité qui est qu'il y a un business de l'aide, qui a un rapport de force aujourd'hui, effectivement, qui est problématique. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais on s'inscrit, nous, ici, je pense, justement, dans des logiques alternatives où on a d'autres propositions à faire. Je crois que les coalitions sont là, justement, pour les porter lors des prochains événements. Mais on témoigne, justement, comme quoi on essaye de faire vivre le partenariat dans une autre dimension qu'une dimension uniquement soit technique ou de transfert de compétences ou d'argent. C'est pas ça qui structure, au fond, la relation. C'est-à-dire sortir un peu de cette asymétrie que Wolf évoquait tout à l'heure des partenariats conditionnés par l'argent seulement. Et puis la question qu'il posait, c'était est-ce que ça va plus loin, cette asymétrie, qu'avec l'argent ? Après, il peut y avoir une asymétrie idéologique, là, parce que derrière, vous avez des organisations puissantes qui ont la capacité de s'exprimer publiquement, qui ont la capacité de publier des rapports, qui ont la capacité de recruter des chercheurs, où vous avez vu aujourd'hui des sociétés civiles du Sud se positionner elles-mêmes sur un certain nombre de sujets. C'est difficile. Moi, je sais que j'ai travaillé dessus, notamment au Togo, au Tchad, pour que les sociétés civiles produisent des rapports alternatifs sur la situation de leur pays, pour qu'ils puissent dire, voilà mon pays où il en est, et pas simplement à travers des rapports de la FIDH, de nos amis de la FIDH, puisqu'on est souvent ensemble, ou de Amnesty International, ou d'autres. Mais vous verrez qu'il y a fondamentalement, il y a une grosse asymétrie idéologique. Mais là on a parlé d'Afrique, mais je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit qu'il existe des grosses organisations de société civile asiatiques qui sont très puissantes, qui, elles, bénéficient de financements qui ne sont pas nécessairement du Nord. Hein. Ils ont des réseaux de financement locaux. En Amérique latine aussi. En Amérique latine, je ne crois pas que les rapports soient aussi complexes. Il y a une vraie force de proposition. Il y a une pensée autonome. Et donc, effectivement, d'où l'intérêt d'avoir un partenariat dans beaucoup de pays, parce que ça nourrit une organisation. Tout à fait. On n'a pas juste focalisation sur des problématiques d'un pays ou d'une région. Je crois qu'on va s'arrêter là. Seulement, je souhaiterais vous remercier tous, puisque je crois qu'on a sorti quand même quelques pistes de réflexion, en tout cas plus opératoires que ce qu'on avait l'année dernière. Donc, on est allé un pas un petit peu plus en avant, en essayant de se dire voilà comment construire la confiance, gérer la relation sans cacher qu'il y a de l'argent derrière, laisser de la souplesse dans les conventions pour se laisser aussi se connaître et à fur et à mesure de ce partenariat, et écrire ce qui est le rôle de chacun, noir sur blanc, mais sans s'enfermer dans l'écriture, éviter le clientélisme et laisser les acteurs du Sud aussi revendiquer ses forces et ses compétences qui sont à eux, apprendre à se connaître et connaître aussi le terrain, construire de la confiance, de la compétence et de la confiance mutuelle, ce qui commence avec le partenariat mais qui se construit tout au long, et avancer avec les échecs, pas se laisser arrêter par ça, tout dans je dirais une relation de transparence, et replacer peut-être la finalité replacer justement la finalité au cœur des partenariats plutôt que l'argent, et faire en sorte que l'humain est là pour l'humain, pour l'aider l'humain, innover et peut-être même réinventer les modèles. Je vous remercie tous et on se retrouve tout à l'heure.